Donc bonjour à tous et donc on se retrouve pour la suite des cours sur PHP. Alors jusque-là, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait mis en place notre formulaire. Donc formulaire, prénom, nom, sexe. Et le but c'était de pouvoir à la fin ajouter des personnes à une liste, d'avoir les personnes qui s'ajoutent comme ça au fur et à mesure, à une liste de personnes, en attendant de voir comment utiliser une base de données. Donc bah, on retester déjà pour se rafraîchir un peu la mémoire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par ouvrir un terminal. On m'a demandé dans les vidéos précédentes comment faire avec VS Code pour lancer du PHP. Alors, vous pouvez aller dans Terminal, il y a un onglet carrément Terminal, et Nouveau Terminal. Ça va en ouvrir un nouveau, sinon vous appuyez sur CTRL et le U avec l'accent grave. Ça va ouvrir un terminal. À partir de là, vous tapez PHP, et ensuite il y a toute une liste de commandes disponibles pour, en fonction des besoins. On peut simplement mettre PHP, le nom du fichier, par exemple index.php, et ça va le lancer, ça va juste l'exécuter. Là, ça va rien faire, parce que c'est du web. Mais si on veut lancer un, un serveur pour pouvoir lancer une page internet, il faut qu'on ait un serveur, c'est php-s, et ensuite, donc on l'a vu, localhost, parce que c'est le serveur sur l'ordinateur, c'est comme ça pour tout le monde, peu importe les personnes, ce sera toujours localhost. Et ensuite le port, donc à quel endroit de la machine, quel est l'endroit qui va être utilisé pour notre serveur. Donc on peut mettre 5000, 3000, 2993 si vous voulez, peu importe. De toute façon, la plupart sont libres. C'est très souvent 5000, 3000. Par exemple, on va dire je vais mettre 3000 et je lance. Si tout se passe bien, vous avez simplement une ligne qui dit quand et il dit que ça a démarré. Dans VS Code, là vous voyez que vous avez un URL, http://. Vous pouvez faire CTRL-clic, d'ailleurs il le dit là, donc CTRL-clic et ça va tout de suite l'ouvrir dans votre navigateur par défaut. Et on voit que ma page s'est bien ouverte. Ok, pour des soucis de praticité, je vais séparer les choses sur deux parties différentes. Voilà, c'est mieux. Je vais diminuer ça parce qu'on n'a pas besoin d'avoir le retour. Et donc je vais fermer carrément. Et donc là, on se retrouve avec les pages qu'on avait faites auparavant. Je rappelle également comment faire pour utiliser le live server, c'est-à-dire pouvoir automatiquement rafraîchir notre page internet ici, à chaque fois qu'on sauvegarde, pour ne pas avoir manuellement à aller sur la flèche et redémarrer. Pour ça, donc, il y avait une extension à installer qui s'appelle Live Server donc, pour Visual Studio Code, qui ne marchera qu'avec Visual Studio Code. Et donc, c'est une extension Live Server qui, normalement, avec des fichiers statiques, donc sans serveur, ça va permettre de recharger à chaque fois la page. Mais ça marche également avec PHP si en plus on installe une extension Chrome. Cette extension s'appelle également Live Server. Donc vous allez dans là où on installe des extensions. Hein. Donc si vous tapez plutôt Chrome, il dégage, voilà. Le Web Store de Chrome, si vous tapez Live Server, vous allez trouver directement dès le départ Live Server Web Extension. Et une fois que c'est installé, vous cliquez dessus sur l'icône, vous allez activer Live Reload et vous allez mettre en actual serveur adresse, c'est le nom du serveur qui est actuellement lancé. Donc c'est notre URL ici. On copie et on colle. Et ensuite en live server adresse, ça va être l'adresse du serveur Visual Studio Code. Donc quand l'extension est installée, vous pouvez faire clic droit. Ensuite, euh, c'est pas ici parce que c'est pas de l'HTML, mais vous pouvez, normalement il y a l'icône en bas, vous pouvez directement cliquer sur Go Live. Sinon, vous pouvez faire CTRL Maj P, ça va ouvrir la liste des commandes, et cliquer sur Live Server. Vous tapez Live Server et Open with Live Server. Donc vous voyez que ça l'a activé ici. Et donc vous prenez l'URL du Live Server, vous copiez, vous pouvez fermer la page, vous ouvrez votre extension et vous collez l'extension de Live Server.
vous faites bien, vous pensez bien faire appliquer et vous rafraîchissez votre page. Et à partir de là, tous les changements que je vais faire vont amener à le rafraîchissement de ma page. Si par exemple, ajouter une personne, je mets des points d'exclamation et que je sauvegarde, vous voyez automatiquement la page s'est rafraîchie. Donc ça, c'est juste pour que ce soit plus pratique pour nous, hein. Il n'y a pas de, c'est pas besoin, c'est pas nécessaire. Ça marche très bien sans. Juste, vous rafraîchissez vous-même avec la petite icône ou avec CTRL R. Ça, c'était juste pour revenir un peu sur les bases parce que je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Maintenant, donc si on reprend sur notre code, qu'est-ce qu'il fait pour l'instant? Tout simplement, ce qu'il fait, c'est juste vérifier est-ce qu'il y a un nombre dans notre prénom et notre nom. Alors, comment ça fonctionne? Si on prend notre page internet, tout simplement, on met un prénom, un nom de famille, on choisit son sexe et on envoie. Pour l'instant, je ne sais pas ce que ça, il n'y a aucun traitement de données. Alors, il y en a un petit peu, mais rien de visible pour l'instant. Et du côté, c'est code, comment ça se passe? On a créé une fonction qui vérifie que chaque lettre de notre prénom ou de notre nom de famille, il vérifie est-ce que chaque lettre est un nombre, oui ou non. Si c'est un nombre, alors ça va renvoyer vrai. Sinon, ça renvoie faux. On vérifie quand on lance directement quand on le code PHP est effectué à chaque fois que la page s'affiche. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais lancer ma page, le code PHP va se lancer dans le serveur. Et il y a deux méthodes différentes de requête. Get, ça va être simplement afficher la page. Et post, c'est quand on va envoyer. Quand le formulaire va être validé et envoyé. D'ailleurs, on peut le voir ici, on le précise. Dans notre formulaire, on précise que c'est une méthode post. Donc on récupère cette méthode, et ça va être une variable qui va contenir un soit post, soit get. Si la méthode est post, ça veut dire qu'on a cliqué sur envoyer, ça veut dire qu'on a envoyé des données, le formulaire a été validé, auquel cas on va vouloir récupérer les données du formulaire, le prénom, le nom de famille et le sexe. On va également vouloir vérifier est-ce qu'il y a un nombre dans notre prénom ou dans notre nom de famille. Et donc c'est là qu'on s'était arrêté. Là, je fais tomber des trucs. Pour l'instant, tout ce qu'on fait, c'est vérifier est-ce qu'il y a un nombre dans le prénom ou le nom de famille. Alors, on va voir quelques petites choses à corriger par rapport à la dernière fois. Déjà, notre variable. C'est est-ce que... Alors, ça du coup, je l'avais déjà corrigé. Sur mes essais. Voilà. À l'origine, nos variables avaient ce nom-là. C'est est-ce que le prénom est OK? Est-ce que le nom de famille est OK? Sauf que c'est pas ce que ça fait. Ici, on vérifie est-ce qu'il y a un nombre dans le prénom. Et donc là, si on réfléchit, s'il y a un nombre dans le prénom, est-ce que le prénom est valable? Non. Donc cette variable-là, on ne vérifie pas est-ce que le prénom est bon, on vérifie est-ce que le prénom n'est pas bon. Est-ce que le prénom ou est-ce que le nom de famille n'est pas bon? C'est important parce que ça permet d'avoir une meilleure compréhension du code. Là, on avait une variable qui contenait l'inverse de ce qu'elle annonce. Là, maintenant, c'est bon, c'est logique. C'est une variable qui sera vraie si le prénom n'est pas bon, ou qui vaudra faux si le prénom est bon. On a également oublié de mettre les inputs et les labels pour l'âge. On avait également dit qu'on prendrait l'âge, et ça on ne l'a pas fait. Donc, on peut directement le faire, hein, faisons-le nous-mêmes. Donc là, ça va être pas pour le nom de famille, mais plutôt pour l'âge. Ici, âge. Voilà. Ce ne sera pas un type texte, ce sera un type number. Et donc maintenant, si on sauvegarde, on a une nouvelle variable âge, un nouvel input âge qui a été créé. Je peux rentrer mon âge. Maintenant qu'on a rajouté un nouvel élément, une nouvelle ligne, on peut également le récupérer. Hop, on peut récupérer l'âge. D'ailleurs, ici, on récupère le sexe, mais c'est pas bon. Vu qu'on l'utilise pas, on n'est pas obligé. Là, c'est tout à fait optionnel ce que je fais. Si vous n'avez pas besoin, bah, vous pouvez simplement enlever la ligne, hein. Ça ne va rien changer sur l'exécution du code. Donc, on récupère notre variable âge, et on va vouloir vérifier à partir de quand est-ce que la valeur rentrée pour l'âge
qu'a rentré l'utilisateur, quand est-ce qu'elle est bonne? Quand est-ce que l'âge est bon? Bah déjà, c'est un âge valide si c'est un nombre. Si je dis tu as quel âge, Tom, ça ne veut rien dire, c'est pas bon. Donc il faut que l'âge soit un nombre et qu'il soit supérieur à 1. Parce que si quelqu'un met un âge à moins 12 ou un âge de 0, il y a un problème, c'est pas possible. Donc on va également vouloir vérifier que l'âge est supérieur à 0. Donc comme on l'a fait tout à l'heure, on peut créer une fonction qui va, du coup, ça va me permettre d'avoir un code plus clair. On aurait pu directement le faire ici, mais c'est mieux de séparer. En tout cas, c'est plus clair. Donc on va créer une fonction qui va vérifier l'âge. Vérifier l'âge, on peut l'appeler checkAge, et qui va prendre en paramètre un nombre, ce sera l'âge, et il va renvoyer un booléen. Donc, je rappelle, un booléen, c'est vrai ou faux. Qu'est-ce que ça va renvoyer? Ça va renvoyer vrai si l'âge est supérieur ou égal à 1. Alors là, vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas de if et directement comme ici, if et return true? Parce que cette opération logique, de toute façon, va renvoyer vrai ou faux. Par exemple, pour comprendre cette partie, bon là c'est surtout pour ceux qui n'ont jamais fait d'algorithmie de leur vie, hein. Donc pour tout ce qui est compréhension des opérateurs logiques, faire un petit exemple. Donc là, je vais ouvrir un éditeur une ligne de commande, hein, tout simplement. Ça va être plus pratique pour illustrer. PHP-A permet d'ouvrir une ligne de commande spécialement pour PHP. Le mec ici me dit bien PHP. Et donc, on va tester. On va tester qu'est-ce qui se passe si on essaye de faire ce qui est fait ici, là. Âge plus grand ou égal à 1. Leur âge, c'est un nombre. Donc, on peut directement tester. Si on veut afficher, donc là, on va vouloir afficher. Pour afficher, c'est faire dump. Surtout parce que c'est des booléens. Avec echo, on ne va pas les voir. Faire dump, on va bien voir. Donc, qu'est-ce qui se passe si on compare, par exemple, 1 plus grand ou égal à 6, par exemple? C'est ce qui se passe, en fait, là. On vérifie l'âge plus grand ou égal à un nombre. Alors, j'ai oublié le point virgule. Hein. Il dit faux. Donc, en fait, un opérateur logique va renvoyer un booléen, vrai ou faux. Un exemple un peu plus concret, notre âge. La personne dit qu'elle a 18 ans. Et nous, on va tester plus grand ou égal à 1. Ça va renvoyer un booléen qui dit vrai. Si, par contre, la personne dit qu'elle a moins 68 ans, là c'est faux. Donc l'opération, tous les opérateurs logiques, je dis bien tous les opérateurs logiques, renvoient un booléen. Donc c'est ce qui se passe ici. En fait, ça permet de nous éviter l'étape du if. On renvoie directement la valeur de l'opération. Si l'âge est plus grand ou égal à 1, ça va renvoyer vrai. Sinon, ça renvoie faux. Mais ce n'est pas tout. On a dit qu'on veut également vérifier que l'âge est un nombre. Alors pour vérifier que l'âge est un nombre, là on va vouloir combiner deux opérateurs logiques différents. Il faut à la fois que ce soit plus grand que 1, mais aussi que ce soit un nombre. Pour tester l'égalité de deux choses exactement, on utilise 2 et commercial. Ça va permettre de vérifier, il faut que les deux membres de cette partie-là et que la deuxième partie soit vraie. La deuxième partie, ça va être is numérique. Et on va vouloir juste vérifier que l'âge est un nombre. Tout comme on l'a fait ici. Ça, quand on met la souris dessus avec un éditeur de code, en tout cas avec VS Code, on a toute la documentation de la fonction qui s'ouvre. Et on voit bien que dans le retour, cette fonction renvoie un booléen. Et c'est vrai si c'est un nombre. Ou faux si c'est autre chose qu'un nombre. Le end, il faut absolument que les deux parties à gauche et à droite du et soient vraies. Par exemple, si on reprend notre console ici, je peux encore agrandir, et que je vais afficher directement si je mets vrai et vrai. Ça renvoie, on voit ici que ça renvoie bien vrai. Si par contre, une seule des deux parties, ou les deux, est fausse, ça renvoie faux. Vous voyez que là, c'est faux. Si maintenant c'est à gauche que c'est faux, c'est faux aussi. Et si les deux parties sont fausses, tout est faux. Donc le seul moyen d'avoir vrai, c'est il faut que les deux parties soient vraies.
Donc ça peut très bien être, par exemple, on va sauter plein de lignes, encore, voilà. On peut très bien décider, par exemple, d'afficher, là entre autres, on peut tester, hein. Il faut que donc l'âge soit supérieur à 1, donc on peut dire 18 supérieur ou égal à 1, mais aussi, est-ce que c'est un nombre? Si je tape, alors je ne sais plus l'écrire, 12. Bah là, entre autres, l'âge, on peut mettre le même. Donc là, il va vérifier, il faut que 18 soit plus grand ou égal à 1, et aussi que 18 soit un nombre. Et là, il dit bien, c'est vrai. Si l'une des deux options n'est pas vraie, par exemple ici on met -1 ou -9, ça c'est faux. Donc tout sera faux, à cause du n. Là, il dit que c'est faux. Donc c'est un bon moyen de combiner plusieurs opérations entre elles. Il y a un deuxième opérateur logique qui lui est le OU. Le OU, c'est les deux barres verticales qu'il y a sous le 6. Là, par contre, c'est l'un ou l'autre. Si l'un des deux est vrai, alors ce sera vrai. Vous voyez que là, c'est quand même vrai. Cette partie-là, c'est bon. Donc, on s'en fiche de celle-là, on dit que c'est bon. Mais là, on ne l'utilise pas, donc on se concentre uniquement sur le et. Voilà. Ça, c'était la partie algorithmique pour ceux qui n'en ont jamais fait. Donc là, on a bien une fonction qui va renvoyer vrai si c'est plus grand que 1 et si c'est un nombre. Donc, utilisons-la. On va l'appeler du coup, si on continue sur la même explication, sur la même nomenclature, on va l'appeler check âge. Est-ce que l'âge est bon? Et ça va être avec l'âge. Donc là, on a trois variables qui contiennent une vérification de nos valeurs. C'est-à-dire que là, on a une variable qui vérifie si le prénom est faux, si le nom de famille est faux, et si l'âge est faux. Si vous avez envie, petit défi pour vous, vous pouvez également faire une vérification pour le sexe. Sachant que gender, ça va être une string qui contiendra l'une des trois valeurs ici. Donc gender vaudra soit man, soit woman, soit other. Donc vous pouvez par exemple faire une vérification si gender ne vaut pas l'un des trois. Si c'est aucun des trois, bah dans ce cas-là, il y a un problème, c'est que c'est faux. Mais nous, on ne va pas le faire. Donc on a nos trois variables. Maintenant, on voudrait pouvoir le voir, avoir un aperçu ici, utiliser nos variables pour avoir par exemple un encadré rouge qui dit qu'il y a une erreur. Et donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et pour ça, comme je l'ai dit au tout départ, hein, au tout début, quand on a commencé à parler du PHP, le PHP peut se mettre n'importe où. N'importe où signifie également n'importe où dans de l'HTML. Là, je suis dans un input et je vais pouvoir mettre du PHP dedans. Alors, pour mettre du PHP, on l'a dit, c'est avec le tag qui s'ouvre et qui se ferme. À partir du moment où il y a ces éléments-là, on peut le mettre n'importe où, même dans un autre élément HTML. Et donc là, on va vouloir afficher une classe qui va permettre de styliser l'input. Entre autres, là, j'ai créé une classe qui s'appelle invalide. La classe invalide va mettre une bordure rouge et un fond un peu couleur saumon, un peu rouge. Donc on va vouloir mettre cette classe sur l'élément, si jamais c'est faux. On peut déjà tester ici, hein. Si j'ouvre ici ça, que je le mets plutôt en bas, je vais sur un élément et je lui mets la classe invalide. Alors je vais ouvrir ça. On va rentrer, on va l'éditer. Hop. Si je lui mets directement la classe invalide, normalement, voilà, vous voyez qu'il a bien pris l'effet de couleur invalidé. Donc nous, c'est ce qu'on va vouloir faire. Comment on va faire ça? On va vouloir afficher, et là on va utiliser une ternaire. Une ternaire, c'est la possibilité de faire un if, une condition, sur une seule ligne. On va vouloir afficher si, donc là on est sur le prénom. Donc s'il y a un problème, donc si le prénom n'est pas OK, on va vouloir afficher classe est égal à invalide. Sinon, on n'affiche rien. Alors petite explication, une ternaire se compose de trois parties. Il y a
Qu'est-ce qu'on teste? On teste quoi? Donc là, on va vérifier, est-ce que le prénom n'est pas OK? Si oui, on fait quelque chose, sinon, on fait autre chose. Et on affiche, on écho. Ça veut dire qu'on va soit afficher la classe est invalide, soit on affiche rien. Ok, testons. Et là, on se retrouve effectivement avec un problème que j'ai oublié de résoudre également. C'est que nos trois variables ici, elles ne sont créées que quand on envoie les données. Ça veut dire que si on n'envoie pas les données, les variables ne sont pas créées. Et pourtant, on l'utilise. Donc là, il dit, ah, il y a un problème, tu utilises une variable qui n'est pas créée. Donc on va les créer avant, comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, is first name not OK, is first name not OK. Par défaut, c'est faux. Par défaut, le prénom est bon. Ensuite, est-ce que le nom de famille? Bah oui, on dit aussi qu'il est bon au départ. Et l'âge, pareil. Sauf que là, l'âge, c'est juste OK. Par défaut, l'âge est bon. Donc nos trois variables, comme ça, sont créées dès le départ, on n'a pas d'erreur. Alors, essayons. Si je rentre quelque chose de bon, ça, tout fonctionne. J'envoie. Ah, et là, il y a un problème. C'est bien, comme ça nous apprend également à lire les erreurs. Alors, quelle est l'erreur? Il nous dit type error. Donc, il y a une erreur de type. OK? L'argument 1, âge, devrait être un int, et pourtant on a donné un string. L'avantage, c'est que là, on a toutes les erreurs. Il nous dit où est-ce que ça se situe, quelle est la ligne, et quelle est la fonction. Et effectivement, c'est une erreur que j'ai faite. C'est-à-dire que les inputs envoient toujours une string. Et pourtant, nous, on dit on veut un int. Ben non, on veut un string. On va vérifier un nombre. Enfin, on va vérifier au contraire un texte, et pas un nombre. Donc je sauvegarde. Donc là, il n'y a pas eu d'erreur. Le nom de famille, le prénom, tout est bon. Si maintenant le prénom n'est pas bon, je dis Bob du 61. Là, il devrait y avoir une erreur. Si j'envoie, on voit que la classe a bien été appliquée. Si j'ouvre l'inspecteur et que je vais dessus, on voit que la classe invalide a bien été mise. Mais dans le cas contraire, on voit qu'il n'y a pas de classe. Maintenant, il n'y a plus qu'à répéter cette opération. Donc là, on va vouloir prendre, on copie, hein, là j'ai fait un CTRL-C, on copie, on va sur le nom de famille et on colle. Et là, on vérifie si le nom de famille n'est pas OK. On met la classe invalide. Et pour l'âge, si l'âge n'est pas OK, on va mettre la classe invalide. Alors là, comment faire? Parce que notre variable, elle vaut vrai si c'est bon. Mais nous, c'est l'inverse. On veut faire quelque chose si ce n'est pas bon. Pour faire l'inverse, on utilise un point d'exclamation. Le point d'exclamation, ça inverse. Si je reprends ici mon sandbox, là, mon petit truc de test, si je décide d'afficher l'inverse de quelque chose, l'inverse de vrai, ça va vouloir faux. Et bien sûr, hein, l'inverse de faux, ça va vouloir vrai. On voit que ça vaut. Donc nous, on va vouloir faire l'inverse. Si jamais ça, c'est pas bon, on inverse. Comme ça, c'est vrai. Puisque c'est vrai, on va pouvoir appliquer la classe. Et là, on a un problème parce que il nous dit que cette variable n'a pas été créée. Ah, là, on a une petite erreur de typo. Ici, j'ai mis un N majuscule, alors que là, le N est minuscule. Donc, le plus simple, c'est ici que je le mette en majuscule. Même si, dans un code professionnel, on ne fait pas ça, parce que là, pourquoi est-ce que là, tout est attaché, et là, il y a une majuscule qui se présente, alors qu'elle n'est pas présente ici. Mais là, pour le tutoriel, on va laisser passer. Donc là, disons que j'ai une erreur partout, tout est faux. Là, il y a un nombre, là aussi, il y a un nombre, et là, c'est négatif. J'envoie. Et voilà, la classe a été appliquée partout. Donc c'est le signe que tout fonctionne magnifiquement bien. Donc là c'est tout pour cet épisode. Dans le prochain épisode, on va pouvoir maintenant passer à ajouter. On va vouloir que ce que l'on a créé, ce soit rajouté dans une liste, dans quelque chose qu'on puisse voir maintenant ce qu'on a créé.